content d'avoir ce petit espace de discussion. Alors, je ne vais pas monopoliser beaucoup la parole parce que l'objectif pour moi, c'est de vous présenter un programme de recherche qu'on est en train de construire avec des étudiants très engagés. Il y en a un qui est là, que je salue, David Favre. Les autres aussi devaient être là, mais bon, ils arriveront au fur et à mesure. Et du coup, on travaille sur un objet particulier sur lequel on voudrait ouvrir un programme de recherche collaborative qui est un objet qui s'appelle l'éducation politique. Donc, c'est l'objet de ce dont je voudrais parler avec vous, et notamment, probablement la question centrale, si je pouvais la résumer, c'est peut-on, doit-on faire du politique à l'école et dans quelles conditions, avec quels risques et quels avantages, quels inconvénients. Donc une approche un peu nuancée et critique de cet objet qui est l'éducation politique. Alors je vais vous raconter un peu comment j'en suis venu là, puisque je ne viens pas du tout du champ de l'enseignement politique, puisque je viens moi, de l'enseignement des sciences de la nature. J'étais prof de sciences naturelles, ça SVT maintenant, il y a quelques années. Et donc au fur et à mesure de ma carrière, en me distanciant de l'enseignement, je me commençais à me poser des questions sur les pratiques, et notamment des pratiques qui prennent en charge en classe des questions sensibles. Alors, je reviendrai sur les termes politiquement sensibles, controversés. Il y a toute une panoplie de terminologie dont je vais essayer de dresser des grandes lignes. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à théoriser, à modéliser ce que pourrait vouloir dire faire une éducation politique. Benoît, excuse-moi, Oui. si tu as une présentation à partager, je pense que oui parce qu'on ne la voit pas présentement. Alors, vous ne la voyez pas présentement parce que je n'étais pas encore. Je voulais juste faire une petite introduction et puis après, voilà, je la diffuse tout de suite. Alors, la voici. Vous me dites si tout va bien. Voilà. Vous y êtes? Alors, moi, je ne vous vois plus du coup, mais vous m'interrompez s'il y a un problème. Oui. Alors, donc je suis actuellement au CREAS, donc je vous parle depuis le Québec, depuis la ville de Sherbrooke. Je sais que vous êtes pas tous près d'ici, certains sont à Montréal, d'autres sont en Belgique, d'autres sont en Suisse, dans ce grand monde finalement de la francophonie. Alors il y a une chose qui nous rassemble aujourd'hui, c'est que c'est l'horaire, que d'ailleurs nous allons garder précieusement avec le CREAS pour organiser des midi rencontres, comme vous appelez ça ici, c'est-à-dire des temps d'échange entre chercheurs, très cadrés sur le temps, et j'aime bien cette idée-là, pour éviter les débordements qui parfois nuisent à nos échanges, et puis qui permettent aussi de voir des cultures disciplinaires, interdisciplinaires, qui enrichissent indéniablement nos parcours de recherche. C'est en tout cas ce que je retiens de mon séjour à Sherbrooke, la fréquentation d'une communauté qui est très ouverte sur le monde de la francophonie, très ouverte aussi sur le monde anglophone. Et sur cette question d'éducation politique, il me paraît difficile de ne pas se référer à des travaux anglo-saxons, qu'ils soient anglais ou américains, mais qui ont été particulièrement marqueurs dans l'histoire de ce champ d'investigation scientifique. Alors, je pose d'entrée l'idée que l'éducation politique, bien entendu, je la conçois en démocratie, c'est le modèle sur lequel je conçois la gestion du vivre ensemble, et que je distinguerai le politique et la politique. Hein, l'objet qui m'intéresse, ce n'est pas l'éducation à la politique, même si vous allez voir, on y vient petit à petit, mais c'est plutôt l'éducation aux politiques, qui est un terme qui maintenant est posé comme tel depuis, je dirais, les années 2017-2018, en tout cas dans la littérature francophone, comme étant un objet ayant tout à fait sa place, et ce n'est plus l'objet tant redouté, notamment en France, avec des craintes liées à l'histoire de notre modèle éducatif,
qui redoute d'introduire tout ce qui est politique. Je vous en parlerai tout à l'heure. C'est un modèle en éducation à la citoyenneté que Odigier appelle le modèle du refus du politique, qui est une sorte de postulat qu'à l'école n'est pas le lieu où l'on parle de politique. Donc, on voit qu'avec cette question d'éducation politique, il y a la question de l'engagement. C'est-à-dire, finalement, éduquer aux politiques, ça voudrait dire apprendre aux gens avec qui on travaille qu'ils peuvent rentrer dans un processus dans lequel ils vont être acteurs collectivement pour traiter des problèmes d'intérêt public. J'aime bien cette définition d'engagement. Donc, ça m'amène à reformuler la question. Est-ce qu'à l'école, on peut apprendre aux personnes à agir collectivement pour traiter d'un problème d'intérêt public? Donc, vous voyez, une question largement ouverte. Alors, il tire le fil vers une autre question qui est celle de la pédagogie et de la pédagogie engagée. Les collègues en France appellent ça la pédagogie critique. C'est aussi aux États-Unis. Alors, c'est des courants qui viennent de Paulo Freire et qui militent pour que l'école, ou en tout cas les lieux où on pratique de l'éducation, soient des lieux où l'on apprenne à agir, à décider ensemble et à prendre le pouvoir. Donc, ça peut s'appeler de la citoyenneté politique, ça peut s'appeler de la citoyenneté scientifique si les questions posées sont des questions de développement technoscientifique, mais derrière, il y a l'idée que j'aurais dû mettre avec un point d'interrogation, c'est d'accord pour le contrat, mais ça suppose une pédagogie engagée. Je vous invite à regarder les travaux de Bell Hooks, qui est une africaine-américaine enseignante des années 90, qui a beaucoup écrit en disant que l'éducation doit être une pratique qui doit apprendre la liberté, et la liberté passe aussi par l'engagement politique. Alors, ici, j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe du centre R de l'université d'UQAM, qui travaille sur l'éducation au développement durable, l'environnement. Et pour eux, il n'y a aucun souci, aucun problème, et je partage leur positionnement, à afficher que l'école doit être, avoir un potentiel transformateur, avec elle doit avoir aussi également un rôle moteur dans le changement social. Donc vous voyez qu'il y a derrière une vision de l'éducation, ce que j'appellerais bien volontiers une utopie éducative, dans le sens positif du terme, que je défends également, et qui fait donc que nos travaux de recherche sont inscrits dans un horizon politique. Et que cet horizon politique, pour ne pas qu'il influence nos travaux et pour ne pas qu'il contribue à convaincre que ceux qui pensent comme nous, nous devons le mettre à distance le temps de nos enquêtes pour pouvoir ensuite le refaire ressurgir et bien entendu le nuancer, puisque notre objectif est bien entendu de le nuancer. Alors, je vais passer assez vite sur certaines diapositives, vous me pardonnerez. Bon, sur celle-ci intéressant, sur le modèle de l'engagement pédagogique, par exemple, il existe différentes conceptions dans le milieu de la pratique de ce que veut dire l'engagement pédagogique. Il y a une sorte de gradient. Je remercie Evan Sanchez d'avoir attiré mon attention sur ces écrits de Yves Giraud et de Madame Fortin-Debar, qui travaillent en sciences de musée, qui ont vu également que l'éducation aux politiques existe aussi dans ces espaces éducatifs-là et qu'elle prend des formes différentes qui vont de l'intention d'informer à l'intention de donner du pouvoir effectif, en passant par des formes de coopération plutôt symboliques que réellement opérantes dans la participation à l'élaboration des projets, dans la participation à la décision. Donc, il y a différentes déjà conceptions qu'on peut voir de ce que ça veut dire éduquer aux politiques et donc s'engager pédagogiquement dans une éducation politique. Alors je disais que c'était une utopie et je le dis avec beaucoup de respect pour le terme utopie. Je prends un petit peu plus de distance pour les questions d'idéologie, mais je pense que la rencontre entre utopie et éducation, elle est, me semble nécessaire. Je vous invite à lire les travaux de Drouin-France,
notre collègue de 2015. Si vous avez, je vous invite à noter les références qui vous intéressent et puis je vous les enverrai avec grand plaisir, avec l'idée aussi de pouvoir en discuter avec vous. Hein. C'est ce que je fais depuis le début de mon séjour ici et c'est, je trouve, extrêmement enrichissant. Nous faisons ça aussi avec nos étudiants régulièrement et je trouve que ça nous fait tous grandir ensemble sur ce vaste terrain qui est le champ de l'éducation. Alors, c'est une utopie aussi est intéressante parce qu'elle nous permet de modéliser les possibles de l'éducation et puis elle nous invite aussi l'utopie à penser la complexité, à être critique, et puis à dialoguer aussi avec ceux qui sont dans la pratique. Nous, en tant que chercheurs, nous avons beaucoup à apprendre. C'est d'ailleurs sur ça que je terminerai, en disant que nous avons beaucoup à développer sur ce terrain-là en termes de recherche collaborative. Je salue Joël Morissette qui m'a accordé une heure, qui est à mon sens une des personnes très engagées sur cette forme de recherche collaborative et qui part du principe que si on veut construire des savoirs qui aient du sens socialement, il faut s'engager avec les praticiens. Alors, il y a des précautions à prendre, j'y reviendrai si cela vous intéresse. Alors, le politique en classe, les ouvrages existent là-dessus. Hein. Sabrina Moisan me rappelait qu'en 2016 était sorti un ouvrage qui s'appelle The Political Classroom, qui est particulièrement intéressant, écrit par Diana S., que je suis depuis les années 2000, très engagée dans des études sur le terrain pour voir comment se positionnent les enseignants lorsqu'ils ont engagé des pédagogies sur des questions sensibles politiquement. Et je vous reparlerai de ces travaux, mais pour elle, la discussion en classe doit être un moyen de susciter, d'entretenir la démocratie. Alors, je fais un peu un bémol par rapport à ce qu'elle propose, parce qu'il faut s'interroger aussi sur les différentes conceptions de la démocratie. Hein. La démocratie, ce n'est pas forcément le vote, ça peut être aussi l'abstention, ça peut être aussi le militantisme, le lobbying, il y a différentes formes de démocratie. Et Francis Dupuy-Derry, qui est de l'université du CAM, me disait il y a quelques semaines qu'il constate dans ses recherches que la conception de la démocratie qu'on a dans les milieux qui décident des politiques éducatives est une représentation de la démocratie qui enferme l'imaginaire politique. Je trouve ça très intéressant comme idée. Il prend l'exemple des votes qu'on a dans les écoles pour les élections des élèves. On voit que l'idée derrière, c'est de montrer aux enfants que le seul moyen de s'exprimer, c'est en votant, seul moyen efficace. Or, d'après lui, il y aurait d'autres formes tout aussi démocratiques. Hein. La pluralité des formes de démocratie est une idée qu'il faudrait aussi introduire lorsqu'on est dans les espaces éducatifs. Alors, Paul Ricoeur a émis une hypothèse que je trouve très intéressante et qui guide tous mes travaux, qui est l'idée que nous sommes dans une société qui est pluraliste d'un point de vue des valeurs, d'un point de vue de la religion, d'un point de vue de la morale, de la philosophie, et que donc, si on accepte cette vision de la société, alors pour lui, l'éducateur moderne, ça doit être quelqu'un qui s'intéresse à ces conflits et qui ne se contente pas de transmettre des contenus stabilisés, mais qui doit aider les individus à s'orienter dans les situations conflictuelles. Je trouve cette idée, qui est pour moi de l'ordre de l'utopie, assez intéressante. Nous sommes dans une société pluraliste. L'éducateur moderne doit apprendre aux individus à s'orienter dans ces situations conflictuelles. Alors il est prudent, il ne dit pas à décider, il dit à s'orienter. En gros, l'éclairer, l'informer sur ces conflits de valeurs, d'intérêts, de pouvoir aussi, pour parler le langage des pédagogies critiques. Alors, cette proposition-là, bien sûr, elle va contre l'histoire de l'école, en tout cas de l'école française, qui s'est construite sur l'idée qu'à l'école ne doit avoir sa place qu'un seul système de valeurs, un seul système de connaissances qu'on va considérer comme universel, et que rien de controversé ne doit rentrer dans la classe. Hein. Buisson dit en 1908, il n'a pas le droit de lui enseigner que ce qui est réputé vrai et juste. Hein. Le rapport au savoir. Donc pas de place pour les controverses. Or, Ricoeur, lui, fait
propose de travailler sur exactement l'hypothèse inverse. C'est celle que j'ai choisie. Alors en France, le refus du politique a été théorisé par François Olivier, qui est un chercheur très intéressant sur l'éducation à la citoyenneté, qui a proposé ce modèle pédagogique très, très présent dans l'enseignement d'histoire-géographie, par exemple, qui refuse tout résultat controversé, qui ne prend qu'une seule référence, alors que les savoirs sont pluriels, et qui refuse toute entrée de questions politiques dans l'espace de l'école. Alors, ma question de recherche, elle est assez simple, je la résume avec cet écrit que vous avez sous les yeux. Comment on peut penser une éducation politique si on se dit qu'on va traiter de questions controversées? Alors, pour traiter cette question, alors je vais passer rapidement là-dessus aussi pour aller peut-être directement à ce que je pense important. En gros, il s'agit pour moi de regarder comment les praticiens prennent en charge des objets de recherche qui sont les questions vives, controverses, questions d'actualité, polémiques, questions sensibles, questions complexes. Bon, moi, quand je mélange tout ça et je mets dans un mixeur, j'obtiens questions politiquement sensibles. Donc, je regarde comment ces objets de recherche, ces questions politiquement sensibles, peuvent être des objets d'enseignement, dans quelles conditions, avec le regard de la didactique, mais aussi le regard de la sociologie et le regard des sciences de la communication. C'est probablement là une des particularités de mon approche, c'est que je combine des regards interdisciplinaires. Enfin, j'ai l'idéal de l'interdisciplinarité, fidèle à Edgar Morin et à la pensée complexe. Je m'intéresse donc plutôt qu'à des approches didactiques, sociologiques ou communicationnelles. Je pense qu'elles sont toutes les trois et elles se résument à s'intéresser aux pratiques, aux représentations et aux médiations. Alors, questions controversées, questions vives, questions sensibles, je vais passer rapidement. Chaque champ disciplinaire a donné sa définition. Des définitions sociologiques, on parle plutôt de controverses, sociotechniques, politiques, qui construisent des frontières. La sociologie la plus intéressante, me semble, sur ces questions-là, c'est la sociologie des épreuves. C'est celle qui s'intéresse aux logiques des acteurs, j'avais trouvé très intéressant comme résumé, à une question, c'est pourquoi on se dispute. Je trouve très intéressant, la sociologie a développé des questions là-dessus, alors sociologie des sciences, mais aussi sociologie de la justification, de l'argumentation. Je développerai ça dans l'écrit que je suis en train de développer. Les sciences de la communication aussi nous disent des choses sur les controverses, les disputes, les polémiques, cette idée que il y a aussi des moments où des controverses se mutent en polémique, c'est-à-dire qu'elles polarisent les débats. Et donc, en classe, c'est aussi intéressant de dire qu'est-ce que je fais rentrer? Je fais rentrer plutôt une polémique, une controverse, une question sensible, etc. Et puis les sciences de l'éducation ont beaucoup travaillé ces questions-là, alors qu'elles ont appelé historiquement, dans les années 80, la question controversée, controversial issues pour les Américains. Il y a le parallèle chaque fois, c'est assez intéressant de voir comment les deux courants francophones et anglophones se sont croisés, rapprochés, éloignés, puis recroisés. Cette dynamique-là de la recherche, je la trouve très intéressante, et elle nous rappelle que la recherche scientifique, c'est une pratique sociale qui est hautement collaborative et interpersonnelle. C'est probablement ça que nous apprend le métier que j'essaie de transmettre aussi à nos étudiants. Alors, pour moi, je vais du résumer. Regardons ce que font les enseignants de ces objets controversés. Je vais les appeler des questions politiquement sensibles. En gros, des questions complexes, expertisées et médiatisées. Et dans l'expertise, il y a la question du politique, bien évidemment. Alors, le panorama des recherches anglophones que je suis en train de construire, qui est un travail de fourmi, qui peut être infini, à un moment il faut dire stop. Donc j'ai vu des courants assez intéressants, dont un qui est très fort en France, qui est le courant des postures, qui s'intéresse aux postures éducatives de Kelly. Je fais soutenir encore ce matin un mémoire d'une étudiante qui s'est intéressée aux postures des scientifiques.
par rapport à des questions de réchauffement climatique et de politique. Noémie Meyer, qu'on a fait soutenir ce matin avec Aurélie Van, qui a fait un excellent travail. Donc la question des postures, et puis la question des stratégies aussi, qui a été utilisée plutôt dans le monde anglo-saxon, avec l'idée d'essayer de comprendre, en observant les pratiques et donc sur le terrain, avec les praticiens, quelles stratégies ils utilisent pour traiter des questions politiquement sensibles, quelles stratégies, postures, je ferai la différence entre les deux. Pour moi, pour dire simplement, les stratégies, c'est les manières de faire, et puis les postures, c'est les manières d'être, de se comporter. Ce qu'on voit en gros, l'ensemble de ces travaux montre que c'est souvent sous la forme de débat, de discussion, qu'est mis en place ce traitement pédagogique de ces questions, et avec un point d'interrogation commun pour tous les praticiens, c'est jusqu'à quel degré je peux parler de mon opinion personnelle sur cette question. Et la crainte qui est associée à cette question-là, c'est la crainte de l'emprise et de l'endoctrinement. Donc c'est ça vraiment qui va orienter toute une panoplie de postures et de stratégies, cette question de fond, qui est une question finalement éthique. Quel est mon rapport à mon public? Quels sont les risques d'endoctrinement? Quelles sont les craintes de manipulation? Et à quel moment et jusqu'à quel niveau je peux donner mon opinion personnelle sur cette question? Alors, bon, il y a des tas de positions là aussi, je vais passer, on n'aura pas le temps. Je vous invite à m'écrire pour me demander toute cette littérature qui est foisonnante de ce que font les enseignants, les postures de Kelly, hein, voilà, il y en a qui évitent. Il y en a qui donnent leur position, il y en a qui font semblant de ne pas avoir de position, mais les enfants les démasquent très rapidement. Et puis il y en a qui font de l'espace de la classe un endroit où on exclut toute controverse et on est partial, c'est-à-dire on adopte un point de vue particulier qui est en général le point de vue officiel, ce qui évite d'avoir des problèmes, comme aussi la neutralité exclusive évite d'avoir des problèmes puisqu'on exclut tout thème controversé. Alors, S aussi arrive à des catégorisations que je trouve très intéressantes, avec le refus. Hein, donc, il est assez intéressant de voir que la posture d'évitement est assez présente dans les pratiques. Alors, le courant des questions sensibles qui est porté au Québec par Sivan Hirsch, Sabrina Moisan et également Audrey Grolot, j'ai eu la chance de rencontrer. On a fait un très beau midi rencontre là, qui est en ligne, où nous avons échangé sur quelle différence y a-t-il entre questions sensibles, questions tabous, sujets controversés, questions socialement nues, questions politiquement sensibles. Donc, je vous passe là-dessus. Elles aussi ont conduit des recherches très intéressantes où elles étudient les postures et elles étudient aussi les raisons d'évitement. Et je les trouve assez intéressantes. Hirsch, Sivan les résume très bien dans son écrit de 2017. Il y a cette peur de ne pas y arriver. Il y a aussi l'impression qu'on n'a pas intérêt, c'est pas intéressant de traiter des questions politiquement sensibles, c'est pas l'endroit. On n'a pas la légitimité, on a peur de la réaction des parents, on a peur de la direction, on a peur même de la justice. Hein, c'est des affaires qui peuvent venir, qui peuvent faire des vagues, comme on dit en France, de l'éducation nationale. Donc là, plutôt que de faire des vagues, le pas de vagues fait qu'on préfère éviter de traiter ce genre de questions. Il y a aussi des peurs de ne pas avoir assez les connaissances pour traiter ce genre de questions, etc. Et puis l'incertitude, puisque ces questions sont, comme le dit Michel Fabre, indéterminées épistémologiquement. Il y a quand même beaucoup de territoires d'ignorance, d'incertitude, et elles ont aussi un côté extrêmement polarisé qui peut les conduire à apparaître comme des questions surdéterminées idéologiquement. Donc, face à cette incertitude-là, la solution pour certains enseignants, c'est d'éviter ce genre de questions. Bon, et puis la peur de l'endoctrinement, hein, on la voit, on l'entend. Alors, elle est mise en épingle par les médias, hein, toujours se méfier de ce qui est mis à la une, notamment dans le cadre du constructivisme journalistique. Hein, c'est eux qui construisent aussi des problèmes publics à un moment donné. Donc là, vous voyez, sur les questions de racisme, d'idéologie, LGBT+, décolonialisme, l'idée que les enseignants traiteraient ces questions et qu'ils sont en train d'endoctriner. Donc, vous voyez cette crainte aussi d'endoctrinement qui a le revers de la médaille, c'est que du coup l'enseignant se dit plutôt que d'avoir des problèmes, je ne traite pas ce truc.
Alors, les stratégies, les postures, bon, je vais passer aussi là, rapidement. Moi, mon travail, ça a été, pendant toute ma carrière, d'étudier les stratégies et les postures des enseignants lorsqu'ils ont à prendre en charge des questions complexes, controversées, politisées, plus ou moins. Au début, j'avais l'impression que c'était pas très politisé. J'ai commencé par le réchauffement climatique. Et puis après, je suis allé voir des questions de laïcité, on va dire, plus simplement de la place des croyances dans la classe. Qu'est-ce qu'on fait des croyances quand on est enseignant de sciences? Parce que moi, je viens de l'univers de l'enseignement scientifique. Et j'ai vu des postures assez différentes. J'ai vu l'évitement, encore une fois, des questions. J'ai vu aussi des réfutations. Les croyances, c'est faux. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous apporter des preuves. Et puis j'ai vu aussi des gens qui faisaient de l'épistémologie en essayant d'expliquer aux enfants que savoir et croire, on n'est pas dans le même registre, ce sont deux univers incommensurables et que donc, d'un point de vue éducatif, c'est aussi intéressant de faire rentrer les croyances en classe de sciences, avec des précautions. Alors, je m'achemine lentement vers la conclusion, mais sûrement, ce que j'ai vu, c'est que dans cette éducation politique, il y a une diversité de stratégies et de postures. Les deux sont liés, les manières de faire et les manières d'être. Et qu'elle reprend, ces postures dépendent, je les engloberai tous, dans le contexte. C'est-à-dire que l'éducateur ne va pas employer la même stratégie et la même posture en fonction du contexte. Et donc, les postures, on a discuté ce matin avec Meyer et Zwang, ce sont des objets qui sont particulièrement difficiles à saisir parce qu'elles sont plastiques. L'idée de plasticité neuronale, c'est en gros, elles sont le reflet de l'adaptation de l'acteur, éducateur, de sa pratique prudentielle à la situation et au contexte. Donc, méfions-nous de la tendance qu'on pourrait avoir à mettre des gens dans des boîtes en disant « Ah, lui, il a toujours une posture d'évitement, lui, il a toujours une posture d'engagement militant. » Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, tout ça dépend du contexte. Une fois qu'on s'est plongé dans le contexte, on se rend compte que dans le détail, les logiques des stratégies et des postures sont de trois ordres liés aux représentations, qui sont les représentations des savoirs en jeu, qui sont probablement liées à l'approche didactique, notamment des liens entre ces savoirs, la nature de ces savoirs, qui les a produits, qui a l'autorité, finalement la nature des sciences, des savoirs scientifiques. Il y a une autre représentation qui oriente les postures, qui est celle des représentations des publics. C'est-à-dire comment je vois les gens avec qui je travaille. Est-ce que je les considère qu'ils sont fragiles, ils sont sensibles, ils sont vulnérables? Donc là-dedans, si j'ai cette vision-là des jeunes, je ne vais pas parler de politiquement sensible parce que j'ai comme conception que je vais les influencer, les orienter. La représentation des publics et la représentation de la réception, pour employer le langage des sciences de la communication, est un déterminant d'engagement qui me semble important. Et puis, bien entendu, la représentation que l'on a de la mission d'éducation à la citoyenneté. L'éducateur va se positionner en fonction de la représentation qu'il a de cette mission d'éducation à la citoyenneté. Et c'est particulièrement intéressant à regarder chez les éducateurs du milieu non formel, qui déclarent avoir une mission d'éducation à la citoyenneté beaucoup plus militante, un modèle politique d'éducation beaucoup plus engagé que ce que ne déclareraient les éducateurs du milieu formel. Et quand on les rassemble, d'ailleurs, ce qu'on fait nous, nos recherches portent sur des carrefours éducatifs. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans ces carrefours éducatifs, on se rend compte que l'éducation à la citoyenneté, elle est comprise dans l'interaction avec d'autres éducateurs qui ont des cultures différentes, elles s'hybrident, il y a des monopoles aussi de la forme scolaire qui font qu'il y a des ajustements et des jeux d'acteurs que je trouve très intéressants pour finalement aboutir à des ajustements de posture dans des carrefours entre l'éducation formelle et non formelle. Alors, bilan de tout ça, écoutez, je crois que je le ferai assez rapidement en disant que l'éducation politique est un objet qui nous ouvre les bras. Je suis content qu'Angela Barthès, Lucie Sauvé,
Jean-Marc Lange, et puis certainement avant eux, mais de manière peut-être un peu plus timide, les Simoneau, Virginie Albe, poser cette question hein, de qu'est-ce qu'on fait de questions politiquement sensibles en classe. Pour comprendre ce phénomène-là et ne pas rentrer dans des militantismes, un refus épidermique, hein, on est un peu entre les deux, hein, la posture critique en recherche c'est celle-ci, c'est se dire je ne refuse pas, mais en même temps je me méfie un peu du militantisme, donc je vais rentrer dans une posture critique, et je vais regarder, je vais essayer de décrire l'objet, et le concept que je propose pour saisir cet objet, c'est le concept de posture éducative, qui me semble assez bien décrire la diversité des conceptions de l'éducation aux politiques à partir de questions controversées. Voilà, j'en resterai là.